bonjour. Dans votre présentation, vous avez un peu évoqué les problèmes des attaquants et je pense que vous ne l'avez pas forcément suffisamment évoqué. Un des gros problèmes que les services du cloud computing public offrent, c'est qu'ils donnent une capacité, une puissance de feu aux attaquants qui sont aujourd'hui, je pense, peut-être mal estimés ou difficiles à estimer, surtout liés à la problématique de gestion d'identité, car vous savez qu'il est très facile de bénéficier, d'ouvrir un service sans forcément avoir un processus de vérification de l'identité du client. Et ça, à mon avis, va poser un gros problème. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, je prends juste 2 secondes la parole, mais pour dire que, effectivement, je mets ça en exergue avec la suppression du juge d'instruction. Puisque moi, évidemment, j'ai une vision répressive de l'intrusion ou de ce que vous évoquez. Mais effectivement, on se pose la question de comment on va réussir à remonter ces attaques, s'il y a une attaque, parce que il y a la partie remise en cause, préjudice, etc. Mais quand on est face à une attaque, pour moi, en tant qu'avocat, mon rôle va être d'essayer de retrouver l'auteur de l'infraction pour qu'il y ait éventuellement une indemnisation. Et là, on est face à un grand questionnement de savoir est-ce qu'on va y arriver ou pas. La question était bien. Aujourd'hui, les attaquants peuvent aussi bénéficier, au même titre que des clients, des infrastructures de cloud computing. Donc effectivement, c'est une vraie question de fond. Ça a été évoqué effectivement dans le cas des offres de services d'un hébergeur comme Telecity Group, d'avoir cette capacité d'attaque latérale de personnes qui utiliseraient à dessein les infrastructures pour mettre en œuvre ce type de menace. Il y a des réponses effectivement qui sont aujourd'hui du domaine du juridique, qui restent encore à creuser. Et je pense que vous l'avez vu à travers la présentation de Blandine que tout reste à faire dans le domaine du juridique, y compris dans le choix des offres de services. Et puis, peut-être, ce que Telecity Group pourrait peut-être appuyer, c'est la localisation géographique de la plateforme. C'est aussi un des éléments de réponse aujourd'hui vers lesquels s'orientent certains pays de l'Union européenne et certaines sociétés de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs peut-être un non-sens, entre guillemets. Alors, dans l'offre de service, juste pour préciser, dans l'offre de service par rapport au cloud computing, parce que ce qui est mis en avant dans le cloud computing, c'est l'idée que l'information, quelle que soit sa forme, que ce soit une application ou une donnée, et n'importe où est disponible à quel moment. Là, on revient dans ces contextes-là pour se protéger, à la fois pour ces notions de gestion d'informations sensibles, que ce soit de la donnée personnelle ou de la donnée d'entreprise. On revient à installer des data centers sur des territoires qu'on maîtrise, territoire français ou territoire européen, encore que est-ce qu'on maîtrise réellement l'Europe à 27 pays aujourd'hui ? La question reste posée. Les instances de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information européenne se la posent aussi. Donc c'est une vraie question auquel il faudra pouvoir répondre. Peut-être que l'hébergeur a des éléments de réponse sur comment il opère un contrôle en amont de ses clients et puis du trafic généré par chacun de ses clients. Alors nous n'opérons pas de contrôle sur nos clients. Je rappelle, au cas où je n'ai pas été clair au début, que nous ne traitons pas de données. Nous sommes un hébergeur physique. Et en ce sens, nous ne savons pas comment est-ce que nos utilisateurs, nos clients, utilisent leurs données. Je voulais quand même... J'ai pas de réponse à votre question. C'est bien, on en est au tout début. Il faut se dire les choses cash. Il n'y a pas de réponse à cette question pour le moment. On a déjà le mérite, ici dans cette salle, de se poser, enfin d'essayer en tout cas de se poser une bonne liste de bonnes questions. Je ne dis pas que vous nous avez attendu pour poser ces questions-là. Je dis juste que, comme vous comprenez, même à 3 et peut-être même à 4, mais ce ne s'est pas encore exprimé, on n'a pas les réponses. Les réponses, c'est essayer au maximum de se barder sur le plan contractuel d'une part, et d'autre part d'étudier au maximum les capacités de votre prestataire pour limiter les risques. J'ai cru avoir compris par ailleurs que c'était un de vos devoirs. Typiquement, pour rebondir sur l'argument de mon voisin, dans le cadre, j'ai essayé de trouver les éléments, les prestataires qui sont transparents. Alors, transparent, ça veut dire ceux chez qui vous savez déjà où se trouvent les data centers. Alors, chez un prestataire comme Telecity Group, évidemment, on les localise très parfaitement, et ça peut très bien être contractuel. N'hésitez pas à vous interroger également sur le fait de savoir si votre prestataire, ça peut paraître bête, a des obligations de transparence qui incombent en particulier aux entreprises cotées en bourse, qui ont des obligations et pas uniquement des obligations en termes de communication financière. Troisième point, n'hésitez pas à lire les rapports annuels et à lire correctement les communications de ces prestataires. Vous y trouverez chez certains
des déclarations de type de responsabilité sociétale d'entreprise, où clairement l'entreprise s'engage, ou parfois d'ailleurs, et très souvent, vous n'avez rien à ce sujet-là, mais où l'entreprise se déclare, et ses dirigeants, et c'est écrit et signé, de travailler avec éthique, avec responsabilité et avec transparence par rapport à ses clients. Alors je sais bien que ce n'est pas une réponse à votre question, hein, mais les réponses, elles sont constituées d'une multitude de points sur lesquels vous pouvez faire porter l'attention, et à ma connaissance en tout cas, le meilleur moyen étant d'accumuler ces petites actions ou petites garanties en termes de limitation de risque. Alors, je ne sais pas si peut-être notre quatrième intervenant, lui, a la solution. Non, au contraire, en tant qu'entreprise cliente, je rejoins votre préoccupation. Si le contrôle des autres clients qui seraient colocalisés éventuellement sur les mêmes serveurs qui hébergent des machines virtuelles chez mon prestataire ne sont pas des personnes de confiance et qui sont mal contrôlées, une attaque qui pourrait être une attaque externe devient une attaque interne. Une attaque qui vient d'une infrastructure sur laquelle je suis également localisé. C'est une préoccupation et, comme tout le monde le dit autour de la table, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il y a des facteurs de réduction du risque, mais il n'y a pas de solution. Toute faite. En fait, il en va de ça comme de tout élément en matière de sécurité. De deux choses l'une. Soit vous ne voulez pas prendre de risque du tout, auquel cas le choix, c'est simplement est-ce que je vais cloud ou pas, point. Soit vous envisagez de pouvoir placer le curseur au milieu de ces deux possibilités, et à un moment donné, il y a forcément un petit risque qui existe. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ce que nous on fait, en tout cas ne serait-ce qu'en hébergement physique, sur tout prospect qu'on rencontre ou tout futur client, c'est qu'on commence par prendre le temps de comprendre, d'évaluer avec vous votre risque. Parfois qu'on peut avoir des idées d'ailleurs qui peuvent vous amener à vous dire que de nouveaux risques apparaissent que vous n'avez pas envisagés, ou on peut rassurer certaines préoccupations que vous aviez, mais il faut commencer par faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous savez, au moins aujourd'hui peut-être qu'on aura réussi à identifier un certain nombre de risques et de questions que vous pouvez vous poser, et de placer le curseur. Si vous voulez prendre aucun risque, il ne faut pas aller cloud. Le cloud représente un risque, mais représente à côté de ça tellement d'avantages que vous devez faire un trade-off. J'ai une question relative à la sécurité des systèmes. Programmes et données sont stockés sur des systèmes, virtualisés ou non, peu m'importe. Ils sont stockés sur des systèmes. On a l'article 323 du Code pénal qui implique la responsabilité du client actuellement, du propriétaire de ces systèmes. Je voulais savoir, connaître votre position vis-à-vis du cloud quand les systèmes sont sous la responsabilité du prestataire et non plus du client. Alors je ne sais pas si en Europe on a l'équivalent du 323 qui concerne l'atteinte au STAD, pour être clair, système de traitement automatisé des données, donc les tentatives d'intrusion sur les systèmes. Alors, disons que la réponse à votre question sera de dire que dans l'exemple que vous citez, la victime de l'infraction, c'est le prestataire. Non, la victime, c'est le client. Parce qu'on m'a piqué mes données. On m'a détruit mes données. Vous êtes la victime secondaire. L'intrusion, alors je m'explique d'un point de vue schéma de l'attaque, en tout cas. Celui initialement dont les serveurs ont été attaqués, celui qui a subi l'infraction initialement, c'est le prestataire. C'est dans l'installation du prestataire. Et dans l'installation du prestataire, il y a vos données. Donc c'est pour ça que je parlais de victime secondaire. Si le prestataire est en France, oui. Donc il n'y a pas de problème qu'il tombe sous le coup de la loi. Si la victime est en France aussi. Si la victime est en France. Oui. Dans le cas où le prestataire est ailleurs, deux cas, soit en Europe, là d'où ma question, est-ce que la même loi s'applique? On fera une réquisition judiciaire, une commission rogatoire internationale. On fera une commission rogatoire internationale de la même façon. Le juge d'instruction, non, on n'est pas sorti. Comme aujourd'hui, ça se passe en matière d'Internet. Hein. On va rechercher les adresses IP et il y a des pays qui coopèrent et des pays qui coopèrent moins. Daniel Mello, Société Quotium. Je souhaitais vous poser une question en tant qu'acteur du monde du cloud.
À savoir que, on a vu depuis quelques années les forts regroupements qui sont passés au niveau de l'ensemble des sociétés qui offrent du service. Et maintenant, on a vraiment quelques 3, 4, 5 grandes sociétés au niveau français, par exemple, et peut-être au niveau mondial. Est-ce que ce même phénomène risque de se reproduire au niveau du cloud et qu'on va finir par se retrouver avec 4 à 5 grands acteurs au niveau mondial? Et dans ce contexte, j'ai lu récemment qu'il y avait un gros problème qui se posait au niveau écologie, à savoir que ces grands data centers sont énormément consommateurs d'énergie, et on pense que dans quelques années, ces data centers seront aussi consommateurs que l'ensemble des avions en vol dans le monde. Et qu'à ce moment-là, il va y avoir des gros problèmes avec Greenpeace qui va commencer à s'attaquer à vous. Donc l'obligation de se mettre dans des endroits secrets et par la force des choses, ne plus déclarer où vous êtes. Ça fait beaucoup de questions en une, je vais essayer de serrer. Première question, est-ce que le cloud va être dominé par un certain nombre de grandes entreprises? Deux niveaux de réponse à ça. D'abord, comme vous avez vu, il est lui-même composé d'un certain nombre de couches différentes et tout le monde probablement n'adressera pas l'intégralité des couches. Deuxième élément de réponse, sur chacune de ces couches, mon opinion à moi est que oui, il y aura un certain nombre d'acteurs dominants. Maintenant, je ne suis pas Madame Soleil, c'est juste le bon sens et l'expérience qui prouvent que ça commencera doucement avec une multitude et au fur et à mesure, les dominants à visage couvert ou à visage découvert rapidement prendront également le contrôle de ça parce qu'in fine, on parle de quoi? On parle de système d'exploitation, on parle de base de données, et on parle de serveurs, et on parle d'outils et in fine, bien entendu, d'argent. Et les positions dominantes sont tellement difficiles à obtenir que je gage que ceux qui les occupent aujourd'hui ne les aborderont pas si facilement. Deuxième point qui a, sauf si j'en ai compris, ce qui est une question totalement différente, les data centers consommateurs d'énergie. Alors ça, c'est une vue qui est très très partielle et qui évidemment était dans les échos il y a quelques jours de ça. Le data center n'est pas consommateur d'énergie. C'est l'informatique qui est consommatrice d'énergie. En d'autres termes, d'abord deux choses. Le même article vous a indiqué que s'il n'y avait pas d'informatique, là où l'informatique consomme 1 kW, elle en fait économiser, je parle volontairement en premier niveau que de l'informatique, l'informatique pour 1 kW consommé en fait économiser 10. Donc l'informatique est une activité qui réduit l'impact carbone de l'activité économique. 1. Deuxième chose, le data center est un outil de réduction massive de l'impact carbone de l'informatique. S'il n'existait pas, l'informatique devrait toujours être là. Si elle n'était pas mutualisée, regroupée dans des centres qui justement mutualisent un certain nombre d'équipements, que ce soit des équipements de distribution électrique ou des groupes électrogènes, par exemple. En France, on a aujourd'hui 250 clients qui ont tous des besoins de criticité et qui ont tous besoin des groupes électrogènes. Nous, on en a 10 pour servir ces 200 clients. Si on n'existait pas, il y en aurait 200. À tester toutes les semaines, à tester tous les mois ou toutes les semaines, selon les principes que vous voulez. Par ailleurs, on a évidemment, comme on a accès à des plus grosses technologies, en particulier d'UPS, dont les rendements sont discutables, sont analysables et sont justement beaucoup analysés en ce moment, et où il y a une très grosse progression de l'efficacité énergétique de ces UPS-là, et qui sont bien plus efficaces que des petits UPS. Tout ça parce qu'on mutualise, parce qu'on regroupe, parce qu'on est gros, réduit l'impact carbone. Donc, en deux étapes. Première étape, l'informatique réduit considérablement l'impact carbone de l'activité économique. Et deux, le data center est un outil de réduction de l'impact carbone de l'informatique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Il y a un risque associé au fait qu'il risque d'être attaqué par les organismes écologiques. C'est un risque qu'on a déjà pris en compte et vous verrez rarement data center avec leur logo écrit en gros sur le mur. Même si on le sait, il y a évidemment on ne clame pas notre nom. Deuxième chose, les architectures dites distribuées. Alors là, pour le coup, il y a un impact sécurité positif du cloud. Les logiques distribuées permettent de ne pas être dépendant d'un seul data center. Et si vous répartissez
sur plusieurs data centers. S'il y en a un qui a un problème, vos activités continuent d'opérer parce qu'elles sont réparties sur d'autres également. Merci. Je voudrais juste sortir, si c'est possible, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, je viendrai vers vous, mais sortir des aspects juridiques du cloud computing et venir vers monsieur Antoine Bajolet, qui au sein de TDF a conduit un projet de virtualisation, pour lui poser la question suivante. Jusqu'à présent, dans les structures d'entreprise et dans les directions informatiques, la segmentation entre les différentes équipes était assez claire entre les hommes réseau, les hommes système, les exploitants, les gens sécurité. Et cette segmentation était basée sur, justement, la segmentation des équipements dont ces équipes avaient la charge. Aujourd'hui, tout ça dans la notion de virtualisation et plus loin de cloud computing, cette segmentation disparaît petit à petit et ces mêmes équipes travaillent tous maintenant sur les mêmes équipements. Alors je voudrais bien savoir comment ça se passe concrètement dans une direction informatique qui est confrontée à ce problème. Alors, il y a en fait deux attitudes contradictoires qui sont rencontrées dans les équipes. Et comme on parle d'exploitation du cloud privé, bien entendu, ça peut avoir un impact sur la continuité de l'activité. L'activité des équipes d'exploitation est très importante à ce niveau. On a l'attitude des équipes d'ingénierie qui ont monté l'infrastructure et qui, au cours du montage de l'infrastructure, ont la main sur l'ensemble. Et au moment du passage en production, ils vont devoir abandonner une partie des privilèges qu'ils avaient sur l'infrastructure et les confier à différentes équipes d'exploitation classiques. Et puis, il y a une certaine appréhension, on va dire, des exploitants, administrateurs système ou réseau traditionnels qui arrivent sur des systèmes qu'ils ont l'impression de mal comprendre, mal connaître, et donc ils ne sont pas à l'aise, alors que au final, ils se retrouvent à exploiter exactement les mêmes équipements qu'ils avaient l'habitude d'exploiter auparavant, à la différence près qu'ils sont mutualisés sur un physique identique. Mais l'administrateur de serveur physique, quand il va administrer son système d'exploitation virtuel, va faire exactement les mêmes actes d'exploitation. Son métier ne va pas changer. Son métier ne va pas changer. Donc, ce qui est important, on sent une appréhension et une timidité des exploitants classiques à intervenir tous ensemble sur les mêmes infrastructures. Ça se résout par l'information et la formation des équipes avant entrée en production, et ça se passe généralement très bien. Merci beaucoup. Oui, Lazaro Pesakovic, vice-président de Clusif et responsable de sécurité de la Caisse nationale d'assurance maladie. D'abord, en tant que membre de la vie associative de la sécurité, je suis très rassuré par le cloud computing. Ça nous évitera énormément de chômage côté sécurité, parce que dans la confusion dans laquelle je vois qu'on navigue dans la problématique cloud computing, je crois que nous avons beaucoup de travail. Et justement, ma question, c'est comment on peut organiser ce travail entre les différents fournisseurs et les différents responsables de sécurité. Et l'inclusif, c'est un cadre idéal pour organiser ce travail. Mais je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai avalé 2 fois les trucs de Microsoft. J'étais au Club Sécurité Microsoft. Là, je suis ici. Je n'ai pas réagi la première fois à la liste d'avantages dont 2 sont des inconvénients évidents. Faut arrêter que les fournisseurs se décrivent eux-mêmes les avantages. Il faut rentrer dans un dialogue entre nous dans lequel on arrive à une conclusion commune sur les avantages. Je vous donne un évident. Si vous entrez dans le cloud computing, mais je veux dire, je ne parle même pas des vrais, parce que pour moi, il y a un vrai cloud computing. Et le reste, c'est de l'hébergement. Et de l'hébergement, j'en fais depuis 25 ans. Il y avait un centre de données communes aux Nations Unies en 1978 qui faisait du time-sharing sur 370. Et ça s'appelle maintenant le truc des plateformes, PAAS.
peu importe, mais le truc évident qui tombe de soi, c'est qu'il n'y a pas un avantage pour les tests d'intrusion ou pour les tests en général de sécurité des applications qui sont dans le cloud. J'étais une année responsable de sécurité des plateformes hébergées, donc mutualisées. Et quand vous êtes dans les cadres mutualisés, moi, en tant que responsable de sécurité côté mutualisateur, pour vos tests, je vous mettais des contrats qui étaient si terribles que ça vous décourageait de faire des tests parce qu'il faut protéger les autres clients. Je pense que... excusez-moi, si je peux me permettre de répondre. Je ne peux pas répondre pour toute l'industrie. Moi, je suis consultant indépendant, donc je ne répondrai pas et je ne prendrai pas ce risque-là. Effectivement, ça fait quelques années que le cloud, ou ce qui ressemble à du cloud computing aujourd'hui, existe. Je pense que l'industrie, Microsoft, d'ailleurs, on peut les remercier d'avoir fait une présentation sans parler de leur offre Azure, nous a repositionné le contexte de la problématique du cloud computing. Ça a été évoqué, le NIST a travaillé sur le sujet, l'ENISA a repris une partie de ses travaux pour expliquer ce qu'était demain le cloud computing. Moi, j'ai vécu le démarrage de la mobilité il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on faisait de la mobilité. Quand j'en parlais, on nous regardait en nous disant, de la même façon, ça fait 10 ans qu'on fait de la mobilité. Aujourd'hui, tout le monde fait de la mobilité. Ce qu'on prévoyait il y a 10 ans, ça s'est réalisé, ça se fait au quotidien. Et peut-être que le cloud computing aujourd'hui, cet essor qu'il est en train de prendre, va permettre peut-être pas, alors, aux gens ainsi dans cette salle de pouvoir en bénéficier aujourd'hui parce que grande entreprise, grande préoccupation, contraintes réglementaires, contraintes légales, etc. Peut-être pour le marché qui est en dessous, la petite entreprise, elle va pouvoir enfin peut-être avoir une informatique scalable dont elle a besoin et avec un certain nombre de ressources dont elle n'a pas besoin d'acquérir pour réaliser son métier. Je pense que le cloud computing tel qu'on le voit aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance de participer cette année à la RSA conférence à San Francisco. C'est la deuxième fois qu'il parle du cloud computing. John Chambers se disait l'année dernière, la seule chose que je puisse vous dire à l'égard du cloud computing, c'est qu'il va falloir réinventer la sécurité. Donc oui, donc même un grand acteur comme Cisco s'avoue aujourd'hui incapable de pouvoir dire ce que sera demain la sécurité du cloud computing. Art Coviello, qui est le patron de RSA de MC, qui vient de réaliser certaines joint ventures avec d'autres acteurs de l'industrie, avouait lui-même qu'il fallait se réinventer. Il fallait que l'industrie de la sécurité se réinvente. Les grandes instances gouvernementales locales, je citerai les gens du Homeland Security ou du FBI, invoquaient de leur vœu, alors avec toutes les conséquences politiques que ça doit avoir derrière chez eux, que j'évoquerai pas ici, invoquaient de leur vœu en disant on a besoin que l'industrie et les pouvoirs publics travaillent ensemble demain sur cette problématique de déploiement de cloud computing ou quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, mais on a besoin qu'on travaille tous de concert pour arriver à trouver à la fois des solutions qui soient des solutions techniques, parce que on a évoqué les risques, on a dit oui, les risques du cloud computing sont les mêmes risques, enfin du monde virtuel virtualisé, puisqu'on fait du virtuel dans du virtuel, ce sont les mêmes qu'on avait dans le monde réel. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas dans le virtuel, c'est effectivement la localisation, la maîtrise de la technologie, ce qu'on en fait, qui en fera quoi, etc., etc. Donc il y a effectivement un certain nombre d'éléments sur lesquels aujourd'hui il faut réfléchir. Et je pense que c'est une excellente invitation. Je pense qu'effectivement peut-être que le CLUSIF pourrait dédier un groupe de travail au cloud computing, peut-être pour démarrer, alors même s'il existe déjà une initiative dans ce domaine-là, mais quelque chose de très spécifique qui associerait l'ensemble des forces, des gens qui ont travaillé dans le passé sur la partie la gestion des risques, parce que ça fait partie, c'est un des éléments auxquels il faut réfléchir quand on parle de cloud computing, notamment parler de classification d'informations. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on est encore là pendant 2 heures, mais voilà un peu mon point de vue, enfin mon retour que je peux vous faire aujourd'hui par rapport à l'observation que j'ai en tant que consultant et puis de l'industrie et puis de voir certains de mes clients. Malheureusement pas des grands, enfin malheureusement non, c'est pas malheureux, mais plutôt de petites entreprises qui elles commencent à regarder ça avec intérêt. Peut-être plus que la simple virtualisation qui demande des compétences relativement importantes telles qu'on l'évoquait chez TDF. Juste pour finir sur le propos, à TDF nous sommes dans le cadre, on va dire, le premier step du cloud, où c'est un cloud privé et on va dire c'est de l'infrastructure as a service, offrir des serveurs virtuels. Dans ce cadre-là, on est très peu éloigné d'une infrastructure classique. On a une couche supplémentaire, mais on a bien des serveurs identifiés qui font chacun leur travail et un certain niveau de segmentation physique qu'on a pu conserver. Donc quand on est à ce stade-là, on n'a pas réinventé la sécurité. Mais plus on va progresser dans les marges du cloud, plus on va s'éloigner, bien entendu, de la gestion classique de la sécurité telle que tout le monde la connaît ici. Je voulais ajouter quelques commentaires. Jean-Pierre Blanger, Société Rico, enfin, pas en spécialiste, mais simplement en complément sur les problématiques de réflexion sur la sécurité. Il y a un groupe de travail en ce moment, l'AFNOR, qui se réunit sur la notion de coffre-fort électronique. Alors ça s'appellera pas probablement comme ça, mais c'est vrai que si CLUSIF s'organise, ça vaut le coup
d'apporter des contributions très 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 vite parce que les discussions ont démarré. Vous savez que préalablement sur les documents, il y a eu des réflexions sur la normalisation au niveau de la NFZ 42013 visant à conserver des documents dans de bonnes conditions, disons très très simplement, et que ça vient d'être révisé. Donc la France est très très active là-dessus, à travers ses associations et aussi à travers ses organisations. Ça c'est le petit 1. Le petit 2, c'est qu'effectivement on consomme de l'énergie, mais moi j'ai remarqué que tant les grands éditeurs que les constructeurs aujourd'hui se battent tous pour faire plus avec moins d'énergie, et ça c'est, je pense qu'on est en train tous là d'essayer à cette maîtrise de la consommation énergétique, c'est très important. Et puis troisième point, j'entendais tout à l'heure le monsieur de Citigroup dire est-ce qu'il faut aller dans le cloud ou pas. Moi j'ai plus le sentiment c'est inévitable, qu'évidemment la flexibilité aussi que tout ça apporte. On n'est pas seulement en train de vendre des applications où les fournisseurs sont en train de se défendre. J'ai l'impression qu'on est déjà en plein dedans. Enfin, je sais pas, quand je fais une recherche sur Google, je retrouve des données des fois un peu surprenantes sur soi-même. Vous avez maintenant des crawlers là sur l'internet qui vous permettent d'avoir des informations que vous imaginez même plus qu'elles étaient en place. C'est-à-dire que même Google les trouve pas. Enfin, bref, on est dans cette problématique actuellement, quoi. Et je voulais être optimiste par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est aussi, moi je commence à avoir quelques cheveux blancs, pas trop, ça va, mais je me plains quand même. Mais là où je veux en venir, c'est que on est maintenant aussi dans les organisations qui vont obligatoirement donner une ouverture au cloud computing pour les générations qui arrivent. Sinon on va probablement avoir deux ou trois types d'entreprises. Des entreprises qui vont motiver les jeunes à des espaces ouverts, dynamiques, etc., qui vont faire de la co-création, du co-marketing, de la co-conception, enfin, etc. Et puis des entreprises qui vont peut-être se refermer. J'ai l'impression qu'effectivement on est acculé à y aller. Je voulais un peu vos réactions, enfin, vis-à-vis de ça aussi, quoi, parce que la sécurité, oui, et il faut s'organiser, il faut le rationaliser, mais il faut aussi dire que on est obligé de faire quelques pas dans cette direction. Je vous en prie. Oui, en quelque sorte, c'est en marche. On l'évoquait. Hein, c'est pas la question se pose pas. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est que de toute façon, c'est là, ça existe tel que l'évoquait Lazaro, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. Donc on est dedans. Maintenant, le tout, c'est de le gérer. Je pense que la dichotomie qui a été présentée sur les différentes formes de cloud qu'on puisse utiliser, etc. De toute façon, elle se mettra en place. Et je suis prêt à parier ma chemise. Il fait bon dehors, je peux le faire sans difficulté. Que même parmi les grands groupes industriels avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et que je travaille encore, qui de toute façon jurent aujourd'hui leur grand Dieu qu'ils n'iront pas vers le cloud computing, ils iront de toute façon. Que ce soit du privé, de l'hybride, que ce soit des éléments qui se mettent en place de façon très très ponctuelle, des gens c'est ces mêmes gens qui me juraient leur grand Dieu que eux vivants, jamais il y aurait d'instant messaging, il y aurait jamais de Skype, etc., etc. Et pourtant aujourd'hui c'est des outils dits entre guillemets professionnels. Et vous évoquiez les jeunes. Et effectivement, on a vécu la même chose dans d'autres domaines. Alors les jeunes, effectivement, poussent aujourd'hui leur entreprise à évoluer vers l'usage de ces différentes technologies. Et je doute pas un seul instant qu'elles le font de la même façon. Et il faut impérativement le maîtriser. On parlait, pour nous, quand on accompagnait nos clients il y a quelques années, un des grands fléaux, c'était je vais pas dire de citer de marque, mais les messageries hébergées. Donc effectivement, les premières instances de cloud computing, entre guillemets. C'était, je pars chez moi ce soir, j'ai besoin d'une information, je l'envoie sur ma messagerie préférée à l'extérieur et je travaille dessus ce week-end. C'était un véritable cauchemar dans une logique de mobilité d'information. Peut-être que la killer application pour la mobilité et pour le cloud computing sont peut-être justement cette réconciliation du besoin d'accéder à une information en tout lieu, en tout moment, au-delà de l'aspect un peu marketing et peu vision, un peu une forme de vision de l'esprit de cette démarche-là, qui aujourd'hui est une vérité, est une réalité dans l'entreprise. Moi, j'ai des clients qui pensent au cloud computing pour la partie DRP. Bon, écoutez, on va remercier les participants à cet après-midi pour leur brillants exposés, leur brillante présentation. Je vous rappelle deux choses. La première, c'est que la prochaine manifestation du Clusif, c'est le 17 juin et c'est la présentation de l'enquête sur la sinistralité. Donc le 17 juin. Et puis il y a un cocktail, parce que comme il fait chaud et qu'on a soif, je crois qu'il y a un cocktail qui est dans la salle d'à côté. Merci à tous.